Et bien voilà, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir pour un nouvel épisode du podcast Elite Extra. Alors pour l'instant, on sera que deux avec notre ami Jules qui est là. Salut Jules. Ça va? La forme? Bah toujours, hein. Bon, par contre, tu feras gaffe, t'as pas changé de suite depuis la dernière fois. Voilà, on représente. Bon, en attendant que Jean-Philippe nous rejoigne, je vous propose de passer de suite au jeu. He can hit this. This guy's a superhero if he makes this. This is a 61-yard field goal attempt. I'll freaking give him my paycheck. I'll give him my game check. He makes it. De la folie, de la folie. Alors, on est à la quatrième journée du championnat. Donc, on va pouvoir refaire un point ensemble sur ces premières semaines et puis sur les classements. On nous fera ensemble également peut-être un point ou en tout cas quelques points classements et statistiques. On verra ensemble également les premières bonnes surprises ou en l'occurrence proposer surprise positive ou surprise négative du championnat. Hop, je vais en profiter pour plugger Jean-Philippe qui nous rejoint. Salut Jean-Philippe. Salut. Enfin, j'ai réussi, bravo. On savait dès le départ, au niveau de technologie, ça allait être un peu galère. On ne voit que la moitié, là. Comment ça, on voit que la moitié? C'est quoi ce bordel? Alors, on recevra aussi également, ce soir, on aura l'occasion de discuter avec deux équipes qui démarrent très bien leur retour en première division. On aura l'occasion de discuter avec l'entraîneur en chef JR des Corsaires d'Evry. Et puis, on aura également Frédéric qui nous rejoindra en direct de Grenoble. Alors, messieurs, 4 journées de championnat. Pour l'instant, quelles sont vos surprises, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, qui démarrent ces 4 premières journées? Jean-Philippe. La grosse surprise, la grosse cote, c'est au nord, les Corsaires en tête. Parce que pour un promu, on ne s'attendait pas à les voir aussi haut tout de suite. Ça, pour le compte, c'est vraiment une grosse surprise. Une petite déception, toujours au nord, c'est les Molosses. Ils nous avaient vendu du rêve. Et pour l'instant, ils ont une défense qui tient plutôt bien la route puisque c'est la meilleure défense du championnat à l'heure actuelle. Mais offensivement, ça a beaucoup de difficultés à développer du jeu. Donc voilà. Mais dans le sud, on s'attendait à voir les Blacks et les Blue Stars caracoler en tête. Et c'est un peu le cas. Donc il y a pas de souci, mais vraiment au nord qu'il y a il y a une vraie différence et on a du mal à se projeter sur les playoffs du côté de la conférence Nord. Ouais, on fera un point après classement juste après. Effectivement, c'est vrai que pour l'instant le Sud suit un peu le démarrage de notre preview. Jules, de ton côté, quelles sont les bonnes et les moins bonnes surprises de ce début de saison? Comme Jean-Pierre a dit, les Corsaires, c'est clairement la surprise. Et les Molosses, la défense des Molosses, elle tient parole. Mais c'est l'offense, qui 2 matchs nuls. Il y a eu un 0-0 contre les Spartiates. Un 0-0, énorme. 0-0, 7-7. C'est compliqué, quoi. En fait, peut-être qu'ils nous ont pas prévenus, mais ils font pas le même sport. On va regarder score de Ligue 1, ça. On va regarder tout de suite le classement pendant qu'on en discute, puisqu'effectivement, on a commencé avec la conférence Nord. Donc, effectivement, les Corsaires, alors le classement se fait au coefficient, malgré le fait qu'ils aient un match de retard. Les Corsaires qui sont à la fin de la 4e journée, donc en tête du championnat, avec la meilleure attaque de cette conférence, 86 points marqués. Suivent ensuite les Molosses d'Asnières qui, pour l'instant, remettent beaucoup sur leur défense, avec seulement 16 points encaissés.
En troisième position, les Cougars ensuite en quatrième, et puis en bas, les Spartiates et les Léopards, qui sont toujours à la recherche de leur première victoire, avec un surprenant 0 point marqué pour l'attaque des Spartiates. Effectivement, on dit souvent que c'est la défense qui gagne les championnats et que l'attaque gagne le match, mais il va falloir commencer à mettre des points du côté d'Amiens. Les Molosses, d'ailleurs, je crois ils gagnent contre le Flash grâce à un TD défensif. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, ouais. Donc, effectivement, pour l'instant, une poule, on verra par rapport à la conférence sud. Pour l'instant, on a une poule nord très, très défensive. On en parlera après, plutôt en fin d'émission, sur le Power Ranking pour voir un petit peu les prévisions, les tendances pour la suite. Au niveau de la conférence sud, les Hurricanes, hein. Après les Blacks et les Blue Stars, ils sont au top, mais c'est les Hurricanes avec leur surprenante victoire contre les Centaurs, qui sont troisième du coup. Après ils ont pris une sacrée défaite contre les Blue Stars. Mais à voir quoi. Bon, après, pas surprenant, hein, les Blue Stars demi-finalistes la saison dernière. Moi, ce qui me fait plutôt plaisir dans la conférence sud, c'est le nombre de points. Effectivement, on a un championnat, une conférence qui est beaucoup plus ouverte, avec les Blue Stars de Marseille qui aujourd'hui représentent la meilleure attaque du championnat avec 141 points marqués. On en a parlé en début de saison, effectivement, le bon démarrage de Chase Burton, en l'occurrence, qui permet de bien démarrer. Après, il a des bons receveurs hein, pour l'aider. Hein. Alors, effectivement, quand je reprends les stats, alors aujourd'hui au niveau des receveurs, d'ailleurs on a beaucoup de joueurs de la conférence sud hein, d'ailleurs, mais on a Quentin Grammache qui est numéro 1 avec 399 yards pour 6 touchdowns. En numéro 3, effectivement, Rudy Dumars des Blue Stars. Encore un Hurricanes ensuite d'Armana, et on terminera ce top 5 avec Adrien Lida qui a terminé meilleur receveur l'année dernière, qui cette année est déjà à 23 réceptions pour 273 yards. Donc effectivement, on a deux équipes très dynamiques sur le jeu aérien, j'ai l'impression, entre les Hurricanes et les Blue Stars, avec quatre receveurs du top 5 complet du championnat, et puis les deux quarterbacks, Chase Burton, Hugh Hunter, qui pareil sont tous les deux en tête de la liste des meilleurs passeurs, avec un avantage à Burton pour l'instant, avec 992 yards pour 12 touchdowns déjà. Donc effectivement, on a des compteurs offensifs beaucoup plus débridés. Pierre, je vais soulever une question. Est-ce que le fait que les compteurs soient plus élevés dans le sud sont pas liés au fait que ce soit surtout des quarterbacks imports, des Américains, alors qu'au nord, il y a des clubs jouent avec des quarterbacks français, mis à part les Cougars et les Léopards. Les autres, c'est que des QB français, quoi. Donc, il y a aussi cette petite interrogation qui fait que le jeu a du mal à se développer aussi. Pour l'instant, effectivement, on a, au niveau des statistiques, on a effectivement un championnat qui est dominé par les QB imports, puisque au niveau, alors c'est purement chiffre, hein, ça peut tout dire et rien dire, on va pas monter l'équipe avec ça, mais pour l'instant, le meilleur QB français, c'est Camille Touari au Molos, avec 469 yards pour 3 touchdowns, 4 interceptions également. Donc on a effectivement peut-être ce déséquilibré. On va regarder, je vous propose de jeter un coup d'œil sur les classements. Voilà. Donc pour l'instant, les Black Panthers, finalistes de l'année dernière, hein, qui au sud pour l'instant donnent le rythme, avec 101 points marqués, et là pour le coup une grosse défense solide, 21 points encaissés seulement. Suivent actuellement les Blue Stars de Marseille, ensuite les Hurricanes de Montpellier, avec une balance, là pour le coup 89 points encaissés, 95 points marqués. Ensuite les Centaures de Grenoble, et puis ensuite pareil, on a pour l'instant deux équipes
qui sont pas forcément dans le même rythme que les 4 premiers. Les Argonautes d'Aix-en-Provence qui ont trouvé leur première victoire le week-end dernier. Et justement, les Falcons de Villeurbanne. Voilà, donc ça nous donne pour l'instant une image des playoffs plutôt, j'ai l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression plutôt en attente avec les prévisions du début de saison. Pour l'instant, pas de grosses surprises dans les classements. Là, moi je pense qu'il y a 3 groupes du coup maintenant qui se dessinent. Il y a Black Panther Blue Star. Et après, la 3e place pour les playoffs va se décider, je pense, entre les Hurricanes et Centaures. Et puis après, la bataille Argo-Falcon pour la descente. Ouais, justement, je suis d'accord avec Jules. Ouais. C'est vraiment la sensation qu'on a actuellement. Après, il faut voir les 2 promus, là, que sont les Hurricanes et les Centaures, s'ils vont garder le rythme sur la saison, parce que c'est une saison d'élite et c'est assez compliqué. Et généralement, les deuxièmes parties, on commence à ressentir les effets des contacts et les blessures de joueurs importants. Donc, ça peut jouer aussi. Les Centaures, déjà, les Centaures, ils perdent Betsa, qui va aux Rebels. Et puis, leur quarterback qui est parti faire les combines en CFL. Ouais, donc ça peut être problématique pour la suite. Attention, Sony sera absent qu'une semaine. Hein. C'est pas, il part pas au Canada indéfiniment. Donc, et puis on en parlera tout à l'heure également avec Frédéric. Il y a 2 joueurs qui sont sur l'arrivée au niveau des Centaures, des transferts internationaux qui ont été validés récemment. Donc, on verra si on a l'occasion d'en discuter avec Frédéric. Je vous propose de faire rentrer notre premier invité. Alors, on devait accueillir donc Mehdi Rakoto, joueur des Corsaires, qui a dû s'occuper de sa famille. Et donc, on va faire rentrer avec nous un visage très connu de tous les terrains français, spécialement autour de Paris. Alors, il a l'air costaud comme ça sur le bord du terrain, mais c'est souvent parce qu'il a un gros manteau. Hein. Allez, on va le faire rentrer avec nous. Salut JR. Bonsoir. Salut. Messieurs. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, puisque c'est marrant, on a la droite de l'écran avec une génération. Ouais, c'est bizarre, c'est pas fait exprès ça. Moi j'adore. C'est le kiff. D'ailleurs, j'en profite, je suis une petite aparté, Jean-Phi, juste pour toi. Les météores. Magnifique, splendide. On reconstruit, c'est bien. Pierre, je te propose rapidement nous effectivement on s'est croisés à de maintes reprises pour éventuellement ceux qui n'auraient pas l'ensemble de ton parcours, parce que ça va être très très long, mais rapidement sur les dernières années. Ça va tuer l'émission. Non, on va faire simple. Là je suis au Corsaire. Voilà, mon passé, c'est mon passé. Mais ça fait combien de temps que le Corsaire JR actuellement là? Ça fait quelques années? Ça fait 6 ans. 6 ans. 6 ans, ouais. Il y a 3 ans, j'ai récupéré les seniors. Et depuis, on est la première année, l'objectif était de rester en D2. La deuxième année, c'était d'aller faire les playoffs. On a fait les playoffs. La troisième année, c'était d'aller en finale de conférence. On est allé en finale de conférence. Et suite nouvelle organisation, on a gagné le match qu'il fallait gagner. Et donc, on se retrouve en élite. Donc, c'est la belle aventure. Moi, j'ai cette année, mais faire le championnat des 2 et monter à l'issue de cette année. Et puis, on est monté plus vite. Donc, ça a un peu précipité plein de choses. Parce que l'élite, pour moi, c'est vraiment le haut niveau. Et je demande donc à mes joueurs de changer d'attitude. On n'est plus en D2, on va avoir affaire à des athlètes, des vrais athlètes. Et le football n'est plus le même. En face, c'est pareil, les équipes de coaching travaillent un peu plus qu'en D2. Et donc, ça commence à devenir intéressant.
Super. Voilà, moi je suis content, ça fait 20 ans que j'essaie de faire monter des équipes. J'ai toujours augmenté le niveau des équipes, mais je suis jamais arrivé au bout. Donc, là, enfin, je vois et c'est bien, c'est bien. Maintenant, on va un peu relativiser le début de saison. Donc, ouais, c'est vrai, on est en tête. Bon, pour moi, c'est la surprise. Bah, c'en est une, ça va en être une, mais parce qu'on a travaillé pour. Mais je suis quand même étonné. Alors bon, il faut remettre aussi les choses là où elles sont, c'est-à-dire qu'on rencontre des équipes au nord qui sont en pleine mutation. C'est toute une génération qui est partie, il va falloir remplacer, et c'est toujours compliqué pour les équipes. Ça arrive au Cougar, ça arrive au Flash. Donc voilà. Honnêtement, j'aurais voulu jouer vraiment le Flash en première journée. Je pense qu'on avait plus de chances que de les jouer en 4e et 5e journée. Où là, il y a toujours une progression. Je connais bien le coach Simono et je sais qu'il fait rarement des débuts de saison ultra explosifs. Par contre, son équipe, à la fin, elle est toujours en finale. Donc, voilà. Nous, on a un petit peu d'avance. Le but, c'est d'essayer de conforter cette avance. On sait que si on arrive à 5 victoires, c'est bon. Ce sera bien pour… on restera en D1. Mais voilà, on a 2 victoires et demie, un match de retard. On va essayer de continuer parce que mine de rien, comment dire, le personnel sur le terrain, est de plus en plus blessé. Donc là, on commence à arriver avec 10 mecs à l'infirmerie. Ça fait beaucoup pour 3 tournées de foot américain. Mais bon, il faut faire avec. J'ai la chance d'avoir beaucoup de joueurs. Alors, quantité ne veut pas dire qualité. Mais voilà, on est bien. Il y a un bon esprit dans l'équipe. Je pense qu'on a foiré notre match contre les Molosses parce que on aurait dû gagner. Honnêtement, on aurait dû gagner, mais on n'a pas gagné. Donc c'est la réalité de l'élite aussi, c'est-à-dire que tu te rates, tu as un catch tout seul dans la end zone, tu le rates, et ben ça se paye au bout d'un moment. Alors, t'en fais 2, que tu marques un TD, qu'on te refuse. Alors, bon, c'est pareil, j'ai pas réussi à le voir à la vidéo comme par hasard. J'ai le jeu avant, j'ai le jeu après, mais j'ai pas le jeu où on rentre dans la end zone. Donc, et on se fait reculer. Et on doit faire partir de plus loin, il y a fumble en plus. Donc, voilà, c'est… et le dernier TD où on prend un temps mort pour mettre en place le jeu. Et le jeu est nickel, sauf que j'ai un crétin… qui, par stupidité, parce que c'est un vieux de la vieille, fait un holding, un snatch le mec par terre, et alors que la balle est déjà partie, notre gars il est déjà pratiquement arrivé dans la zone. Donc voilà, mais c'est l'élite. Malgré tout, effectivement, avec ce match voilà, qu'on avait un petit peu suivi, parce qu'effectivement, je te cache pas qu'on s'attendait à un score plutôt plus important, en l'occurrence, entre deux équipes. C'est important. À l'arrivée, on a fait le calcul. C'est 42 à 7. Parce qu'on a une interception où notre gars, paraît-il, mais aurait mis le pied en touche. Bon, ok, je suis trop loin pour voir. Donc, plus le TD refusé, les 2 TD refusés, plus les 2 catchs ratés dans la end zone. Ouais, ça fait 42 quoi à l'arrivée. Ça fait mal au cul. Donc, à condition que tu les mettes toutes dans la zone quand même, mais c'est… okay. Non, mais ce que je veux dire par là, ce sont des catchs faciles. C'est pas des catchs où les mecs, il y a 15 mecs autour. Non, c'est un truc, tu dois l'attraper quoi. Donc voilà, il faut qu'on apprenne à travailler un peu plus sur le mental. Alors moi, quand on a commencé effectivement à recevoir quelques informations sur le roster, en dehors du résultat d'hier, d'avant-hier ou de demain, ce qui m'a beaucoup intéressé sur ton roster, c'est le nombre de joueurs finalement formés au sein des équipes jeunes du club. Oui. C'est une politique qui a l'air très, très forte et qui est continue, j'ai l'impression, chez vous. Est-ce que c'est une des valeurs fortes pour créer un groupe et pour bien tourner en élite? Alors, moi, je suis arrivé, mes 3 premières années, je les ai faites avec les juniors. Donc, la plupart des juniors, sauf ceux de cette année, sont des juniors que j'ai déjà eus
et qui connaissent le cahier de jeu, qui ont appris des techniques qu'ils utilisent en senior. Et ils ont utilisé tous les, comment dire, toutes les places des vieux qui allaient à l'entraînement, qui s'entraînaient normalement, mais qu'on voyait pas. Donc moi, quand je suis arrivé, j'ai installé une politique. C'est tu viens pas t'entraîner, tu joues pas. Mais qui tu sois, tu peux être le plus grand joueur de tous les temps, je m'en bats les couilles, tu joues pas. Et c'est pas parce que tu viens t'entraîner que tu vas jouer. Et la seule personne à juger ta capacité à rentrer sur le terrain, c'est moi. Donc une fois que les gars ont bien compris ça, tout le monde est un peu dubitatif. T'as un mec qui arrive comme ça avec des boucles d'oreilles, des cheveux longs, il te dit un truc comme ça, t'as envie de rire, quoi. Sauf que les stars, on regarde le match à la télé. Ils m'ont dit ouais, on s'habille. Je dis ouais, vas-y, habille-toi, pas de problème. Et le gars, il y en a qui ont beaucoup moins ri quand même. Hein. Voilà. Et là, je lui dis vas-y, rentre. Il reste 20 secondes. Il me dit je rentre pas pour 20 secondes. Je lui dis tu rentreras plus jamais. Et voilà. Et petit à petit, les jeunes ont pris confiance et se sont dit mais j'ai une chance parce que les autres, mine de rien, ils jouent parce qu'ils ont un nom. Mais en matière de football, reste à prouver. Donc les places ont été prises et hardiment. Et puis voilà. Et la génération précédente ne coïncidait pas du tout avec mon idée du football. Donc voilà, eux ont préféré arrêter. Et voilà. Et moi je trouve ça très très bien. Maintenant, on essaye de faire en sorte que nos jeunes puissent très vite accéder chez les seniors. Et depuis que j'ai repris aussi les seniors, les mômes, ils voient que ils peuvent prendre la place du mec. Et même des nouveaux. J'ai eu un DB, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, il y a 2 ans. Le mec était du basket. Il ressemblait à rien. En presse, j'ai rarement vu un DB comme ça. Le mec, il est reparti au basket parce qu'il s'amusait tous au basket. Mais le gars, il est arrivé de nulle part et il a pris la place de starter toute la saison. Donc voilà, les gars, ils savent que les places ne sont pas réservées. Donc, c'est une politique, c'est une politique effectivement de maison qui est intéressante. Je vais laisser la parole à mes acolytes. Je reviendrai après sur le poste de quarterback qui est effectivement intéressant dans votre équipe. Jules ? Non, mais moi, mis à part le 7-7, j'ai pas pu voir le match contre les Molosses, mais mis à part le 7-7 donc contre les Molosses, vous avez quand même surclassé les autres matchs, quoi. Je regarde là, j'ai le lien au 41-17 contre les Cougars, 38-7 contre les Léopards. Et pourtant, les Léopards, ils font 27-27 contre le Flash. Les Cougars, ils sont en 2 victoires, 2 défaites. Donc, on voit quand même que des équipes qui accrochent les 2e et 3e du classement, vous les surclassez, quoi. Donc, c'est quand même… après, comme tu disais, à voir avec les 10 blessés, les 10 mecs en infirmerie, à voir après avec la suite de la saison, mais vous faites quand même un très bon début de saison et c'est de bon augure, quoi. Et c'est sympa de voir que des clubs de D2 peuvent rivaliser directement en élite. Après, est-ce que ça je pourrais pas dire, est-ce que c'est le niveau des autres équipes qui ont chuté ou pas? Oui, je pense. Parce que je vois mon équipe jouant le Flash finaliste et champion de France de l'année dernière. Je pense que c'est pas le même match. Donc, alors on n'a pas encore joué contre eux, mais c'est pareil. Pour moi, ça reste le Flash. On y va toujours pour gagner. Après ça, ou on gagne, ou on apprend. Voilà, c'est un peu la philosophie de cette saison. Donc, voilà, j'ai du monde sur mon banc de touche. Alors, il y a quand même une marge qui tous les ans se restreint entre les renforts et les starters. Et ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Mais bon, il y a un moment, voilà, faut pas se leurrer. Je dis,
Xav, il est en pleine panade pour l'instant parce que il y a sa génération qui s'est barrée. Nico, Simono, même combat avec le Flash. Je pense que ça va être la même chose avec les Spartiates qui sont plus avec les gars du pôle. Voilà, il y a et les Léopards qui ont fait une grande chute et qui remontent petit à petit. Mais pour l'instant, c'est pareil, ça colle pas comme ils voudraient. Donc, il y a aussi beaucoup de joueurs qui aujourd'hui n'en sont plus dans le championnat de France parce qu'ils sont en Allemagne. Alors voilà. Pas tant que ça. Enfin, moins. Il y en a. Là, en ce moment, non, parce que c'est la saison off. Mais oui, mais ils partent dans 2 mois. Quoi. On peut pas dire que aujourd'hui, c'est parce que. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est parce qu'on a 5 joueurs en GFL que. Voilà. Maintenant, moi, je pense que voilà, vous étiez peut-être prêt en avance parce que vous avez un groupe qui est continu, peut-être. Oui. Maintenant, voilà, comme je disais en début, on attaque la 5e semaine, donc on est effectivement à peine à la moitié du championnat et les mouvements d'intersaison qui en plus voilà, ont été ajoutés à des changements de génération. On en a parlé en l'occurrence avec Jean-Philippe la dernière fois concernant le Flash de la Courneuve en l'occurrence, ou l'arrivée de nouveaux joueurs ou le retour de joueurs du côté des Molosses ou des Cougars, bah ça forcément ça donne un rythme qui est différent. L'avantage d'avoir la continuité, c'était aussi peut-être d'être prêt, disons plus rapidement. Maintenant on arrive à la cinquième journée. Jean-Philippe. Ouais. Donc, je pense que vous avez tout dit. Et Pierre, tu as totalement raison. Hein. Je pense que l'avènement des Corsaires en tête du championnat à l'heure actuelle est plutôt lié à la continuité de la saison dernière. Ils avaient fait une très belle saison en play-off. Les joueurs ont pris conscience de leur potentiel, leur capacité. Que les Corsaires, c'est quand même un club de D2 dans la réalité. C'est là où ils restent le plus longtemps. Et là, ils sont montés, mais ils ont pris conscience de leur potentiel, de leur capacité. Et ils ont vu que la marche, elle était moins importante entre l'élite et la D2, notamment cette année, pour X raisons. Hein. Mais la marche est nettement moins importante. Et en ayant cette confiance, il faut qu'ils continuent à travailler, continuent à progresser, parce que dans la saison élite, moi je le dis toujours, hein, c'était la deuxième partie qui est la plus difficile. L'entame, tu surprends les gens, on ne te connaît pas encore, et après les coachs, ils s'adaptent, les joueurs s'adaptent, et là ça devient plus difficile. D'où l'intérêt, moi j'ai mis dans ma stratégie de la saison, c'était un peu le but, j'en ai discuté un peu avec Mehdi, parce que je parle beaucoup avec Mehdi, hein. Si aujourd'hui on en est là, c'est parce que j'ai un putain de capitaine. Donc voilà, même le gars il fait le boulot et c'est un mec qui en plus de ça est intelligent, donc est vraiment gentil. Et parce que les lauriers reviennent pas tout à moi, mais ce gars-là était très 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 important. Nous maintenant, comme tu dis, on est les deux et on monte en élite. Alors, la stratégie était de gagner un maximum tout ce qu'on pouvait en début, parce que la deuxième partie, effectivement, comme tu dis, les coachs s'adaptent. Après ça va être à moi aussi de varier mon football. Mais voilà, on prend d'avance tant qu'on peut. Tant que tu peux marcher, vas-y, roule. Et puis, il y a un moment, c'est clair qu'on va avoir un stop, c'est clair. Mais on va essayer de l'avoir le plus tard possible. Et puis, je voudrais revenir sur un fait quand même, parce que j'en ai beaucoup parlé à mes joueurs, et je pense que ça aussi fait partie des espoirs qu'ils mettent dans notre équipe. C'est que il y a quelques années, les Centaures étaient montés, ils s'étaient retrouvés en finale. Et ça, et si ça peut leur arriver, pourquoi pas nous? Exactement, je m'en souviens encore, moi. Donc voilà, et tout est possible. Maintenant, il faut, moi mes joueurs, j'aurais dit, les gars, l'humilité, on vient de monter, ça marche pour nous, tant mieux. Mais nous, on est là, petite équipe. Hein, il faut pas se leurrer. L'année dernière,
en fin de saison, quand on a posé la question aux Spartiates, comment ils allaient essayer de gérer leur saison en élite, et ils ont répondu, on a juste à battre 2 fois les Corsaires et on sera tranquille. Bon. Bien vu. Pour l'anecdote, d'ailleurs, ce qui est assez marrant, hein, après c'est marrant pour certains, pas pour d'autres, mais les 2 finalistes de D2 de l'année dernière ont gagné leur confrontation de vis-à-vis cette année en Division 1. Oui. Pour le premier match, en l'occurrence. Donc, il y aura des revanches, mais effectivement, c'est un trait plutôt sympa. Dernier petit point, j'aimerais que tu nous parles effectivement du poste de quarterback, Erwan. Ouais. Début de saison plutôt en bon, j'ai envie de dire. Alors absent, si j'ai bien compris, absent le week-end dernier, par contre. Ouais. Rien de grave, j'espère. Non, il travaillait. Il est animateur et il devait faire une colonie. Donc, moi, je l'ai pas bloqué. Hein, c'est son boulot. Donc, il est parti. Il était absent une dizaine de jours. Et là, il va nous revenir ce week-end. Et puis, on va le récupérer. On va allumer le feu à l'offense des centres. J'en avais parlé d'Erwan au premier Extra Live parce qu'il était parti à Thetford et donc il revient dans son club natal. Ouais. Quoi. Alors il est revenu de toute façon parce que Thetford il a fait de la merde et oui. Pour moi, il a rien branlé à Thetford. On a une grande discussion tous les deux où je l'ai allumé grave en lui disant quand même que fallait pas oublier qu'il avait un papa qui s'était signé aux 80 pour cette aventure et qu'il leur amène rien. Moi, ça m'a cassé les couilles. Donc, je lui ai dit ce que je pensais. Et il a voulu jouer QB. Je lui ai dit, attends, tu te grattes. Le QB, c'est Max. Max, il a fait 100 ans. Et l'année dernière, il était temps de lancer Erwan. Erwan était un peu plus mûr que quand il est revenu de Thetford. Il était receveur avec moi, avec les seniors. Et donc, l'année dernière, j'ai estimé que c'était le moment de démarrer parce que Max arrive au bout. Hein, bon, même si il a fait quand même un bon match dans l'ensemble. 177 yards de touchdown, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est bien. Mais voilà. Et donc, Erwan, en plus de ça, comme moi, je veux pas de quarterback américain. Je veux pas d'Américains dans mon équipe. J'ai eu des Américains. J'ai eu un centre l'année dernière. C'est un gars que j'ai rencontré qui est venu jouer avec moi au flibustier. Il a payé sa licence, on n'a jamais payé un copec. On a un gars là qui va se marier avec une Française qui habite juste à côté, Eric, je me rappelle plus de son nom de famille, mais voilà, qui est là. Il a payé sa licence. Les mecs qui touchent pas un rond. J'estime que moi j'en ai plein le cul de voir des ricains plein les terrains avec des clubs où il n'y a pas de coach. Payez les coachs, formez les coachs, ensuite faites venir des ricains. Mais il y a un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Donc moi, je sais pas comment font les clubs pour avoir un coach ricain, 2 joueurs ricains, un coach français payé. Tu l'as trouvé où le pognon? Putain, dis-moi. Après, c'est leur projet. Ouais, d'accord. Je veux dire, par exemple, on n'a pas de quarterback en équipe de France, on n'a pas de ceci en équipe de France. Mais ouais, mais formez-les, les mecs. Formez-les. Donc, voilà. Et puis, non, puis je te dis, Erwan, il prend en maturité. L'année dernière, il a fait une saison rookie, mais invraisemblable. Et cette année, il est un peu plus mature, plus réfléchi, plus calme. Il a plus confiance en lui. En plus, là, notre ligne, elle est pas si mauvaise que ça. Donc, non, il se sent bien. Il est pas en stress. Je le mets pas en stress, Erwan. Hein, il a eu des coachs qui l'ont hurlé dessus sur des jeux. Voilà. Moi, si je dis stop. Donc, non, Erwan, il en prend plein la gueule quand il faut qu'il en prenne plein la gueule. Mais sinon, non, au contraire, il faut le mettre dans le confort. Il faut qu'il soit confiant. Et s'il fait des conneries, ok, t'as vu la connerie, alors apprends. Voilà. Et on va avancer comme ça. Et je pense, j'ai essayé de faire ça avec tous les postes. Parce que quand je suis arrivé, je me suis retrouvé vite fait tout seul. L'année dernière, j'étais tout seul. Tu vois, pour tous les postes.
tous les postes. Donc, Là, vous êtes combien de coachs là? alors, j'ai 5 mecs. Voilà. J'ai 5 gars. Maintenant, le boulot, c'est sur moi qui fait. Donc, c'est normal. Normal. Ça fait aussi partie de ton accompagner et de les amener vers plus vers plus de boulot, de compétences. Je sais qu'on en a parlé longuement il y a quelques mois. C'est vrai que le rôle de l'entraîneur principal va être aussi de devoir amener son staff à la hauteur de ses attentes. Voilà. Mais alors, le problème en France, c'est ça. C'est que les gens veulent coacher, mais pas trop. C'est-à-dire que je veux bien venir sur le terrain, mais après ça, passer des heures à tout découper, les mecs, ils comprennent pas. Donc, c'est ce que j'essaie de leur inculquer. Donc, c'est pour ça que je te dis, cette année, je fais tout parce que je préfère tout faire. Eux, déjà, il faut qu'ils prennent leur place, leur marque avec les joueurs et ça commence à ronronner un petit peu. Là, par exemple, hier, on avait entraînement, j'avais tous les coachs, c'était formidable. C'était formidable. J'avais donné les instructions bien avant, en amont. Les gars, on est arrivés sur le terrain, il y a pas eu de dernier jeu, tu sais, comme ça se passe à chaque fois. Ouais, dernier jeu. Non, non. Coup de sifflet, boum, on change de drill, tac, tac, tac. Ça a tourné, mais super bien. Ça commence à prendre. Mais le début a été compliqué. Très compliqué. Très, très compliqué. Bon. Parce que, disons qu'on n'a pas la même vision du coaching. Et eux, en plus de ça, sont d'anciens joueurs. Donc, au niveau de formation de coaching, à part des notions de management que certains doivent avoir de par leur boulot, mais en dehors de ça, moi, quand je suis arrivé au foot pour devenir coach, ma première constatation a été gars, tu vas apprendre le foot parce que tu connais rien du tout finalement. Et voilà, le problème, c'est que les mecs aujourd'hui, ils se disent coach, ils veulent pas en ramer une. Et t'as quoi comme connaissance? Il y a un entraîneur qui a connu Jules, Larry, qui avait cette citation qui disait à l'époque d'être entraîneur, c'était d'être aussi un apprenti du jeu. Donc effectivement, il y a tout un travail après. Moi, je suis encore à l'état d'apprentissage, mais tu vois. Donc, mais eux, en général, peu importe le club, je parle pas des miens, je parle de tous les clubs. Moi, je les regarde sur la touche et je me dis, putain, ça va tout de la gueule du monde, quoi. Bon, voilà. En même temps, je n'oublie pas que j'ai été comme ça au début. Au début, je voulais faire à mes mecs des trucs d'américains de NCAA ou de NFL. Et puis un jour, tu fais le constat que, ouais, mais le mec, il n'a pas le corps, il n'a pas la mentalité, il n'a pas la culture. Donc, ouais, ça va te prendre vachement plus de temps. Et puis, finalement, tu reviens un peu sur tes objectifs. Et puis, tu essayes de les faire grandir comme tu peux. Parce que, comme je dis, moi, j'ai pas rien inventé dans le foot. Et je suis pas le meilleur coach du monde. Par contre, mes gars, ils savent que je suis à fond avec eux, quoi qu'il arrive. Et que même s'ils ont la tête sous l'eau, je les attraperai par les cheveux, je leur tirerai la tête, respire, va souffler et retourne-y. Et ils savent. Par contre, ils savent que s'ils font des conneries, ils vont prendre cher. Alors ça, je pense qu'on a compris. Et je pense que c'est tous les coachs, c'est comme ça, a priori. Donc, voilà. Moi, il y a un mot que j'aimerais, un petit message que j'aimerais faire passer à nos amis de la fédération, c'est bien de vouloir avoir plein de clubs. C'est bien de vouloir avoir plein de joueurs. Le problème est qu'on ait déjà beaucoup de coachs. Parce que les mecs, à l'arrivée, c'est du grand n'importe quoi. C'est une perte de pognon, c'est une perte de temps. Il y a des mecs qui sont dans des clubs où c'est même pas du football, ça s'appelle pas du football. C'est de la marave à déguisé en footballeur américain. Donc voilà, moi j'ai vu des trucs, je suis passé sur les terrains d'entraînement où tu vois encore des gars qui se mettent des coups de melon. Et tu dis, mec, le football il a changé. Moi aussi, j'ai connu, moi c'était à notre époque, à Jean-Phi, c'était 1-1-1. Maintenant, c'est plus ça. Parce que quoi? Jean-Phi direct s'allumer la banane. Bah ouais. C'est les souvenirs. Enfin, s'il en reste des souvenirs. Voilà, c'est exactement ça. Avec Jean-Phi, on se voit souvent. On fait des bouffes et tout, on discute, on chambre. Mais voilà, le constat, il est le suivant. Moi, je dois avoir une dizaine d'années de plus que lui.
Et ayant cogné, mais comme un sourd, toute ma carrière, aujourd'hui, j'en suis à te parler et d'un seul coup, ne plus me rappeler ce que je suis en train de te dire. Ça, c'est grave. Et là-dessus, j'insiste. Et il y a un gars qui s'appelle le coach Ozier, qui a fait monter une académie de plaquage aux États-Unis. Et on peut le trouver sur YouTube. Hein. Il faut taper le coach Ozier. Et le gars, il y a jamais de coup de casque. Jamais. Et les mecs, ils plaquent, mais comme des oufs. Donc, j'ai fait des choses. Il y a des gens, des gens à qui j'ai filé ce que j'avais récupéré parce qu'on se connaissait. Voilà, on a fait des échanges. Et c'est vrai que il faut arrêter avec ce truc. Ouah, je vais cogner, je vais défoncer. Le football, c'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a de la vitesse et de l'intelligence et de la dextérité. C'est fini. C'est d'ailleurs pour ça que effectivement, on a depuis quelques années les contacts, en tout cas pour les plus jeunes, on a été les premiers en Europe à s'appuyer sur, en tout cas, à prendre le taureau par les cornes, et on a été suivi quelques mois après par les Canadiens, par les Allemands et ainsi de suite. Donc effectivement, c'est quelque chose dont on fait extrêmement attention. Eh ben super. Merci beaucoup de tout ça. C'est toujours sympa effectivement de t'entendre. On sent le vécu, on sent le mec vrai, et donc c'est toujours très cool. Donc écoute, c'est une petite transition, mais donc on te retrouvera le week-end prochain contre les Spartiates d'Amiens. Avec plaisir. Au stade du Grand Marais. Okay. La revanche, on verra comment ça se passe. C'est la revanche. Hein. Tant qu'on joue ensemble, nous, on a un paquet de revanches avec les Argos, avec le Flash, avec tout ça. Donc, ouais, mais on fait vivre un petit peu aussi les histoires, les histoires du championnat, parce que c'est intéressant pour les plus jeunes. On va parler avec Jean-Phil lors du podcast, les crêtes de U, les ballards, tout ça, c'est des histoires qu'on doit transmettre et parler. Julien, merci beaucoup. Je vais te libérer. Et puis, Jules, Jean-Phil, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite avec notre prochain invité, parce qu'on a pris du retard au démarrage à cause d'un problème technique. À cause de Jean-Phil. C'est un peu les deux. Merci Gilles, merci de ton temps. Et puis, merci. Et puis à bientôt. Plaisir de se croiser dans les semaines qui arrivent. Et ben voilà. Et donc, c'est pas mal. Je vous propose d'enchaîner tout de suite. Avec JR fait partie un petit peu comme toi, quoi, de ces personnes qui ont maintenant un vrai vécu au sein de notre fédé et qui sont capables de nous transmettre ce vécu, de nous parler des histoires. Il y en a encore d'avant, mais voilà, c'est des choses qui sont importantes. On est dans le 25e Casse de Diamant cette année. Ça va être un peu la baseline de toute la saison. Donc, on a passé le cap des 35 ans. Donc, voilà, c'est important de. Et tu as raison, Pierre, d'insister là-dessus, parce que pour qu'on ait un football qui rayonne, on a aussi besoin d'une culture propre à nous, une culture footballistique française avec une histoire. Hein. On a une histoire dans le football, et c'est important qu'on continue à le raconter aux nouvelles générations pour qu'eux, ils puissent continuer sur ce qui a été créé au départ et qu'ils augmentent avec leur délire, leurs choses, les choses qu'ils vont vivre, parce que c'est super important le foot dans la vie d'un athlète, d'un coach, dans tous ceux qui participent à ce sport. Non, mais on en reparlera dans les prochains podcasts, mais on me murmure que la 25e année du casque de diamant pourrait être celle du lancement de notre Hall of Fame fédéral. Allez, un autre sujet, on accueille Frédéric. Bonsoir. Salut Fred. Voilà, ça tombe bien. Alors, au même moment où tu arrives, on a un de tes joueurs qui lâche un commentaire sur la capillarité de Jules. Il y a Andrea qui vient de passer. On le salue. Un ancien. Je te propose de te présenter. Depuis combien de temps tu es au Centaure? Qu'est-ce que tu fais dans
dans le club. Parle-nous de toi en quelques minutes. Ça fait quelques années que je suis au Centaure parce que je vais rejoindre un peu les Jurassiques qu'on avait avant. J'ai commencé le foot en 1988, donc il y en a certains qui n'étaient pas nés. Jules, t'es tout seul. Moi, je lâche l'affaire. T'es tout seul. Salut Jules. Fallait pas les chauffer, je t'avais prévenu. Le coup des pattes, ils ont pas aimé. Non, donc j'ai commencé en cadet à l'époque au club, au Centaure. J'ai joué en junior, puis en senior. Après, j'ai fait une pause de quelques années. Et puis, après cette pause, j'ai eu envie à nouveau de revenir au foot. Et puis après, un petit traquenard avec Richard Lévesque, petite dédicace à lui. Tu m'étonnes. Après quelques bières, il te dit passe à l'entraînement, viens juste voir si tu as envie, juste pour regarder. Et puis au bout de 2 minutes que tu es sur la touche, tu vois des trucs qui te choquent un peu et tu mets le pied sur le terrain et c'est fini. Et donc ça, c'était il y a un peu plus de 4 ans. Donc j'ai attaqué avec l'équipe U19 pendant 2 saisons. Et puis depuis la saison dernière, sur le groupe senior en tant que coach online. Eh ben, c'est pas mal du tout. Ça fait déjà une belle occupation. J'ai envie de dire. Alors, on va du coup repasser effectivement dans la conférence Sud. Je vais laisser mes camarades débuter. Jean-Philippe? Oui, d'abord un début de saison qui est plutôt intéressant pour vous, puisque vous êtes quand même au milieu du classement. Alors, tout n'est pas parfait, puisque vous avez quand même dans votre poule 2 ogres qui sont les Black Panthers et les Blue Stars, mais avec les autres, vous rivalisez largement. Donc, c'est intéressant parce que ça faisait un moment que les Centaures n'étaient pas remontés en élite, et de les revoir à ce niveau-là, c'est vraiment très intéressant. On sent quand même qu'il y a un groupe. Alors, j'ai pas encore vu réellement les matchs des Centaures en vrai, mais je me rappelle la dernière saison où il y avait un groupe exceptionnel au Centaure avec les Dablé et tout ça, avec les 2 Canadiens. Ça avait ramené vraiment quelque chose de plus. Là, c'est pas la même chose, mais le groupe est vraiment plus cohérent. Il n'y a pas de joueurs qui sortent vraiment du lot, j'ai l'impression. Il n'y a pas de grosses stars en fait dans les joueurs français. Il y a plutôt un groupe homogène. On a perdu quelques joueurs de la saison dernière qui nous ont permis d'aller en finale de D2, qui ont pris leur retraite. Mais on a un groupe qui rajeunit et puis comme les Corsaires, on bosse avec les équipes jeunes pour les emmener à être des futurs starters seniors. Et donc ça, c'est un travail qui prend du temps pour arriver à maturité. Donc c'est vrai que comme pour les Corsaires, la surprise de fin de saison dernière qui permettait à plus d'équipes d'accéder en élite, ça a été un gros challenge et c'est quelque chose qu'on a envie de relever. Aujourd'hui, on est les challengers dans la poule sud et on le prend bien à chaque match comme quoi on est l'équipe qui est montée et c'est à nous de prouver. Et il faut qu'on continue à travailler, qu'on prenne match après match, qu'on travaille match après match avec le groupe pour permettre d'aller au bout de la saison sans se focaliser sur le bout de la route, mais vraiment étape par étape. Jean-Philippe, pardon, excuse-moi, désolé. Oui, j'avais encore une autre question. Donc, non, mais c'est très intéressant, mais c'est vraiment la sensation qu'on a vu de l'extérieur. C'est-à-dire que on sent que c'est vraiment un groupe qui travaille ensemble et qu'il n'y a pas vraiment de joueurs qui sortent du lot. Donc, c'était réellement ce ressenti. Et tu as soulevé un point qui est important et c'est essentiel dans notre football, c'est de travailler avec les équipes jeunes. Parce que si on ne travaille pas avec les équipes jeunes, on n'a pas de pérennité au niveau des associations. Donc, il n'y a pas de secret dans le football en France. Les équipes jeunes, c'est ce qui fait l'avenir et la continuité pour toutes les équipes. Et de plus en plus jeunes, d'ailleurs, quand on parle d'équipes jeunes, on ne parle pas forcément des U19, mais aussi des U14, des U16 et ainsi de suite. C'est vrai que c'est
c'est très important cette culture en fait du jeu, cette culture du foot. C'est comme ça qu'on bâtit les meilleurs programmes. Il n'y a pas de. Ah ben, c'est sûr, quand tu as des jeunes qui arrivent en senior et qui ont déjà 6-7 ans de football, ça aide énormément, quoi. Après, pour revenir sur les Centaures, moi j'en connais une bonne partie. C'est vraiment une bande de potes. Je vois sur les réseaux de certains joueurs, c'est vraiment une bande de potes qui travaillent bien ensemble. Et ça fait plaisir à voir qu'ils peuvent espérer une place en playoff et je leur souhaite. Après, il faudra voir le match retour avec les Hurricanes, je pense, qui va être décisif. Je sais pas quelle journée c'est. Les Hurricanes Centaures, on les retrouvera. Je vais reprendre le calendrier. On les retrouvera sur la phase retour en 6e journée, me semble-t-il. 6e. Parce que, j'ai pas vu le match Hurricane Centaure. C'est quoi 7e journée. On les retrouvera en 7e journée à Grenoble le 7 avril. Mais je sais très bien qu'ils sont capables. Tu vois, ils ont 19 points de retard. Mais je sais très bien que les Centaures, ils sont capables d'aller chercher 21 points d'écart. Si vraiment, tous ensemble, je les connais une bonne partie. Et moi, je pense qu'ils sont vraiment capables de le faire. Et on l'a vu déjà l'année dernière quand ils sont allés gagner la finale sud à Montpellier, alors que Montpellier était favori sur le papier. Et non, c'est cool de voir un club comme ça. Moi, les Centaures jeunes, je les ai vus quand j'étais au Black. Et c'est sûr qu'il y a toujours eu beaucoup de coachs et tout, très impliqués dans les sections jeunes. Et donc, c'est comme ça qu'on les voit maintenant en élite. Dans un autre club de Rhône-Alpes, on peut voir aussi, c'est les Gaunes qui sont axés U19 et ça ne m'étonnerait pas qu'on les retrouve dans 2 ans ou quoi au plus haut niveau français. Donc, de toute façon, on le voit dans les. Ils sont 3e en conférence de la poule B de la conférence sud derrière les Dauphins et les Canonniers pour l'instant, les Gaunes. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, pareil, les Corsaires, ils ont mis beaucoup de moyens sur les U19 et maintenant ils se retrouvent où ils doivent être, quoi. Donc ça passe par là. Il n'y a pas de secret, quoi. Donc, alors Fred, pour rentrer un petit peu dans les chiffres, parler un peu plus spécifiquement de l'équipe des Centaures. Moi j'ai pris quelques notes dans l'après-midi et effectivement à notre surprise, puisqu'on avait annoncé ça très tôt dans le preview au niveau des yards au sol de l'équipe. On retrouve chez vous, si je dis pas de bêtises, Emmanuel André. C'est ça. Comme leader au sol. Emmanuel André avec 177 yards pour 3 touchdowns. Et on retrouve, alors il est malgré tout dans le top 10, mais on retrouve, on en parlait tout à l'heure, Andreas. C'est un joueur international qui rejoindra la JFL en fin de saison. Andreas qui lui est un peu plus discret pour l'instant avec 95 yards et 2 touchdowns. Est-ce que c'est une volonté d'alterner, de chauffer petit à petit? Quel est ton avis de coach de ligne offensive sur le sujet? Alors, il n'y a pas d'alternance. Annoncé et Andreas rejoint Berlin. Donc, le début de saison, Andreas s'était blessé à l'entraînement, il s'était luxé un doigt, donc il n'a pas pu jouer le match contre les Falcons et il est rentré en cours de deuxième mi-temps contre Montpellier. Donc c'est pour ça que Manu André a repris son poste de running back de la saison passée. Avec succès, pour le coup, 4e porteur de la saison sur les 4 premières journées. Et il a joué que 2 matchs porteurs. Puisque après,
le match contre Aix-en-Provence et le match contre Thonon, il n'a pas joué porteur. Donc il a joué slot pour la quasi-totalité des drives qu'on a fait. Donc voilà, après, c'est pas une volonté d'alternance. Tout à l'heure, tu nous parlais de joueurs de transfert qu'on allait peut-être annoncer. Ils ont déjà été annoncés, puisqu'il y en a un qui nous a rejoint et qui a joué déjà la journée précédente, qui est Janis Fiedler, J'ai pas entendu, répète. Receveur allemand des Schwäbisch Unicorns. C'est ça, tout à fait. Qui va bien jouer une dernière saison avant de prendre sa retraite pour jouer avec son pote Sonny Weissop, avec qui ils ont commencé en junior en Allemagne, et donc qui nous rejoint pour la fin de saison. Et donc, il va jouer running back chez nous sur la saison jusqu'à la fin de cette saison 2019. Donc, Fiedler, un receveur en GFL à Schwäbisch, qui a une grosse équipe de jeu aérien, plutôt sur une position de porteur de ballon chez vous, alors? C'est ça. Alors, sachant qu'il a joué une bonne partie de la saison avec les Unicorns comme porteur. Et que c'est pour ça que on s'est tourné vers lui pour cette saison. Ouais. Alors c'est vrai que pour l'instant on a l'impression sur le jeu au sol. Alors bon, la conférence Nord, et pour l'instant on en a parlé en début de podcast, et pour l'instant un petit peu fermé. Les défenses ont la parole, puisque le leader pour l'instant au niveau des yards au sol, c'est de façon pas forcément super surprenante, mais Clark Evans, le quarterback de Thonon-les-Bains. Alors, on va voir, tu n'es pas obligé de répondre, de te mouiller ou d'aller au bout, mais moi j'ai un deuxième joueur sur la liste en arrivée, en tout cas en transfert international demandé. Je t'écoute. J'ai un qui est sur l'arrivée de Centaure. Il y en a un qui est arrivé et qui a joué contre Thonon déjà. Jonah Williams. Jonah Williams, ouais, qui est arrivé quelques jours avant la rencontre contre Thonon, qui était encore dans le jet lag, mais qui est déjà sur le roster et qui a été annoncé, qui a joué le week-end passé. Bon. Alors, pour la deuxième partie de saison, justement pour ton équipe, pour l'instant, on a une position plutôt stable avec les deux promus, une espèce de rivalité à distance, au classement en tout cas, entre Montpellier et Grenoble. Avec, devant pour l'instant, deux équipes plutôt très en forme en ce début de saison, comme l'a dit Jean-Phi, avec Marseille et Thonon-les-Bains. Du côté de Grenoble, on est plutôt on est forcément satisfait, mais on a envie d'aller chercher plus haut. On a forcément envie d'aller chercher plus haut. Comme je disais tout à l'heure, en fait, l'objectif, c'est vraiment prendre match après match. La journée passée, c'était hier et c'est du passé. Et là, on est tous focus sur le prochain match du week-end prochain contre les Blue Stars à Marseille. Donc, c'est étape par étape, match après match. Et aujourd'hui, on est vraiment concentré sur ce prochain match. Et que ce soit à l'entraînement, que ce soit les séances vidéo, que ce soit pour les coachs ou pour les joueurs, c'est le focus 100% sur Marseille. Et les autres équipes qu'on devra jouer par la suite, on s'en occupera quand on aura déjà passé cette étape. D'accord, ok. Pour moi, dernier point en tout cas, je voulais aborder, on retournera après vers Jules et Jean-Phi si jamais il y a d'autres questions ou d'autres interrogations. On a vu effectivement qu'il y aura donc un deuxième joueur du championnat de France qui ira faire donc les recrutements de la Ligue canadienne. Donc c'est votre quarterback, Tony, qui va devoir vous quitter pendant combien de temps? Il part juste. Pendant combien de temps? Alors,
C'est la journée de championnat qui est reportée puisque on devait jouer ce week-end-là et que le match est reporté au mois d'avril. Donc, on a aussi une bonne étoile là-dessus. C'est qu'on ne va pas s'en passer pour un match de saison. Et il part faire le combine donc à Toronto avec 4 ou 5 autres joueurs allemands et les 4 Français qui partent. Et déjà, on est très fiers qu'il soit retenu parce que c'est vraiment un très bon gars, un très bon joueur qui a une très bonne intelligence du foot et qui a il est toujours assez jeune. Hein. Et il est jeune, il a 24 ans. Oui. Il avait déjà joué précédemment en high school. Il était parti faire 1 ou 2 saisons, si je ne m'abuse, en high school aux États-Unis. Donc, on est très content pour lui. On est très fiers qu'il soit invité à ce combine. C'est déjà reconnaître en fait sa valeur. Et puis, on lui souhaite le meilleur pour lui. Et on souhaite quand même. Normalement, même si effectivement, on ne connaît pas encore exactement la suite de ce recrutement, puisque les réglementations d'import n'ont pas encore changé, elles le seront dans le nouvel accord collectif. Donc, j'imagine qu'il y a malgré tout de bonnes chances de le voir finir la saison avec vous. Et en tout cas, c'est ce qu'on espère. Et oui, puisque de toute façon, aujourd'hui, n'étant pas canadien, il est considéré comme un joueur étranger et recruté comme pour les Français. Et il est mis sur le même pied d'égalité qu'un joueur qui sort de NCAA, première division. Donc, pour l'instant, en espérant que les nouveaux accords collectifs puissent changer rapidement. Les négociations débuteront. Sonny, on rappelle effectivement donc 3e quarterback de la ligue avec 62 passes complétées sur 122, 695 yards, 8 touchdowns. Par contre, 10 sacs encaissés. Ouais. Ah bah là, alors, c'est le travail du coach. À la pression. On a une pour ça. Non, c'est notre match contre les Blacks qui a été compliqué au niveau de la pression avec des nouveaux joueurs au poste de garde, passer VTA charrière ensemble parce que physiquement, il n'y a que lui qui peut tenir Willy. Fait 180 contre 190 kilos. Il y a un match. Le terrain a bien souffert sur leur passage, mais voilà. Après, c'est une ligne qui était un peu remaniée pour le match de Thonon, pour bloquer Willy au centre. Et il y a eu pas mal de pression. Sonny a été mis souvent sous pression. Il a été quand même pas mal frappé. Donc, par Willy là. Ouais, le beau coup de casse de Willy à l'ancienne. Ouais, c'est vrai que maintenant que je projette, effectivement, Willy Nkishi, ancien joueur international et VTA, ça doit envoyer quelques pressions au niveau Tech 1 et centre, effectivement. Kilo au centimètre carré aussi. Donc voilà, après, on bosse là-dessus, on a bossé sur les ajustements, ils ont fatigué la ligne, nos 2 gardes qui n'avaient pas l'habitude de jouer garde, notre tackle gauche qui n'était pas un tackle gauche à la base, donc ça a été compliqué au niveau du remaniement sur la ligne pour pouvoir tenir la pression des D-line et puis des backers, puisque il y avait quand même pas mal de blitz. Ah oui, il aime bien Max. Ouais. Donc voilà, après c'est le petit point noir là de ce début de saison, mais on va travailler dessus. On travaille déjà dessus. Super. Et puis c'est quand t'es au line, t'aimes pas que ton QB il sorte plus sale que toi. Ouais, heureusement. T'as fait ton job. Hein. Je connais bien. Ouais. Très bien. Jules, Jean-Philippe, peut-être un dernier mot pour Fred, pour les Centaures. Pas dire Vas-y, Jean-Philippe. Non, vas-y, Jules. J'avais pas de questions précises. Donc, je t'en prie, c'est à toi. T'as vu comment on fait des politesses? C'est bien, ça.
Ça change de la semaine dernière. Et donc, après moi, c'est juste une petite surprise avec les 3 FA pronostics. Donc, j'ai une petite surprise qui va arriver lundi sur le match Blue Star Centaure. Donc voilà, une petite surprise, j'en dis pas plus. Vous verrez un petit jeu concours donc sur le match exprès Blue Star Centaure. Donc, vous aurez ça. Le teasing. Donc Blue Star et Centaure seront sous les projecteurs cette semaine. Centaure Blue Star, effectivement, je pense qu'on en reparlera effectivement milieu fin de semaine prochaine. On en reparlera sûrement dans le choc de la semaine. Fred, merci de ton temps. Merci de nous accorder la soirée. Un petit mot pour la fin. Tu disais Fred, un petit mot pour la fin. Eh ben, que tout le monde continue à bosser comme ils le font dans les clubs, qu'on continue à monter le niveau et et de se battre pour avoir des équipes de plus en plus compétitives, que ce soit au niveau des coaching staff, que ce soit au niveau des joueurs. Et puis, bonne saison à toutes les équipes pour le reste de la saison. Bonne saison à toi, alors. Merci Fred, merci beaucoup. Je pense que tu auras remarqué là. C'est comme ça qu'on s'est croisés la première fois. Il me semble que tu es plutôt très fan de cette équipe en bleu. C'est pas le cas de tout le monde d'ailleurs. C'est pas mon cas, par exemple. On s'était croisés avec Fred dernière lors de la visite de Michigan, donc on a fait une petite dédicace. Merci Fred. Je vais rester avec Jules et Jean-Philippe pour les derniers instants de ce podcast. Merci Fred, bonne fin de saison. Bonjour à tout le monde du côté de Grenoble. Et puis donc on vous retrouvera donc le week-end prochain, le 17 mars, à Marseille. C'est ça. Pour la rencontre contre les Blue Stars. Et je pense qu'on peut attendre un match plutôt sympathique effectivement à regarder. On en reparlera dans le choc de la semaine. Et je pense que du côté de Marseille et de Coach Bav, on est déjà en train de travailler ce prochain match. Merci, à plus tard. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao Fred. Ben voilà. Ben écoutez, c'était plutôt sympa d'avoir Fred et JR, de pouvoir parler un peu de foot, un peu de stats, voir un petit peu ce qui se passe dans les clubs et puis de pouvoir aussi échanger sur leur avis général. C'est plutôt sympa. Et puis surtout d'avoir des clubs promus qui arrivent avec cette vision différente de l'élite puisqu'ils n'ont pas l'habitude d'évoluer à ce niveau-là. Et donc c'est très intéressant. C'est rafraîchissant, je trouve, parce qu'on avait effectivement entendu beaucoup que ce passage à 12 aurait pu être, ou aurait pu être, encore une fois, je laisse la porte ouverte, mais difficile parce que les équipes de D2 montantes, enfin les 4 promus auraient pu effectivement, avoir des difficultés. Alors, dans la conférence Nord, on a bien évidemment les Spartiates qui sont à la recherche de leur première victoire, mais avec une défaite 7-0 contre le Flash, un 0-0, chose assez exceptionnelle chez nous contre les Molosses. Effectivement, j'étais au match. On est sur les dernières minutes du match, interception, remontée de terrain, field goal qui passe pas et ainsi de suite. Donc c'était malgré tout assez sympa à voir malgré le score. Donc par contre au sud, on en a beaucoup parlé ce soir. On a effectivement les Hurricanes et les Centaures qui sont plutôt bien en jambes. Les Hurricanes qui 95 points marqués et puis qui trustent en fait les places sur le jeu aérien avec leur QB. Voilà, je retrouve ma fiche. Hugh Hunter qui est à 935 yards pour 11 touchdowns, par contre 5 picks. Donc effectivement ça fait
Ça fait beaucoup dans le ratio. Pour l'instant, c'est Chase Burton qui mène la danse. Au niveau des receveurs, voilà, Quentin Gramez, on en a parlé du côté de Montpellier, avec 6 touchdowns déjà pour 399 yards. Il est suivi par Nicolas Kremer, des Léopards de Rouen. D'ailleurs, j'avais un petit coup de cœur pour lui. Je trouvais que c'est un excellent receveur. Et j'ai vu sur le match contre le Flash, il avait vraiment fait du tort à l'escouade défensive et le backfield du Flash, qui n'est quand même pas facile comme ça à bouger. Donc lui, il est à suivre sur la saison parce qu'il y a de quoi faire. La connexion se passe plutôt très bien avec le quarterback des Léopards. On a eu l'occasion de le voir d'ailleurs sur le meilleur joueur de la 3e semaine le combat. Il est accompagné par sur ce top 3 pour l'instant par Rudy Dumar, donc des Blue Stars de Marseille, qui avec très peu de catch, donc plutôt très efficace, 12 catch, 305 yards. Donc c'est effectivement plutôt efficace. Sur les running backs, j'en parlais avant, ce qui est surprenant sur les running backs, c'est que le leader pour l'instant sur les yards au sol, c'est le quarterback des Black Panthers. Il court bien quand même. Hein. Ah oui, forcément. Il les a pas fait. Mais Clark Evans, 272 yards au sol. Donc, effectivement, c'est après surprenant. Ça fait partie du plan de jeu de Coach Hippo. Mais c'est toujours curieux de voir un quarterback au niveau du jeu au sol. Et puis alors sur les postes défensifs, un incontournable de ce début de saison au niveau des DB, c'est Adel Bavdil pour le moment. 5 déjà pour 85 yards, un touchdown défensif. Et pareil, meilleur joueur de la semaine 2. C'était contre le Flash. Ouais. Qui met le TD justement de la victoire, quoi. Il change le cours du match. Hein. Il met les points du match. Ouais. Suivi par 2 Marseillais, donc Sacha Memran et Lilian Bonifaci. Lilian Bonifaci qui vient de prendre le MVP du week 4. Au niveau de la ligne défensive, pour l'instant, on a un trio un jeune, avec plutôt un joueur promu suivi d'un jeune et d'un ancien, puisqu'on a David Trévisan de Grenoble, 6 sacs, Stanley de Thonon-les-Bains, Stanley Zerek 4, et Arnaud Coignon qui est sur le podium. Enfin, le podium. Donc c'est juste pour l'instant le total des stats. Hein. On peut faire dire encore une fois aux chiffres ce qu'on veut. Et puis au niveau des leaders défensifs, on retrouve Eddie Abdullah. Qui a raté de peu le championnat d'Europe à cause d'une blessure, mais qui revient très en forme pour ce début de saison et qui finalement compense, pas du tout seul, ce serait prétentieux, mais qui compense bien le départ d'une partie de la ligne défensive de Marseille. Ouais. Donc, c'est plutôt un championnat effectivement curieux cette année et qui nous permet de pouvoir envisager des playoffs pas forcément sûr à 100%, j'ai l'impression. Et quand même, on peut encore avoir des surprises puisque les 3 premiers de chaque conférence seront qualifiés pour un tour de playoffs. Ça se croise, nord et sud, sur les playoffs. C'est ça. Il me semble que c'est ça se croise. Et donc, les premiers sont exempts. Les premiers sont exempts et après, ça joue avec les autres. Exactement, 2-3-3-2, le deuxième de conférence accueillant le troisième de la conférence opposée. Ah, il est un peu tôt encore pour faire des projections de playoff. Il est encore un peu tôt. Ce que je vous propose par contre, c'est de regarder ensemble le calendrier du prochain week-end, du week 5. Alors, cette semaine, on est en bye week et puis effectivement, je me suis risqué
au Power Ranking, en espérant avoir raison ou me tromper. Donc en 8-5 aux conférences Nord, le Flash de la Courneuve accueillera les Cougars de Saint-Ouen-le-Monde. Les Spartiates d'Amiens, on en a parlé tout à l'heure avec JR, accueilleront les Corsaires d'Evry. Les Léopards de Rouen, eux, accueilleront les Molosses. Et puis dans la conférence Sud, les Blue Stars accueilleront les Centaures. Ce sera notre focus, notre match de la semaine. Les Falcons de Villeurbanne qui accueilleront pour un match qui va être, à mon avis, assez compliqué, les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Et puis, pour le coup, un match intéressant avec les Argonautes d'Aix-en-Provence qui accueilleront les Hurricanes, les Argonautes qui restent sur une victoire et qui auront à cœur de remonter au classement. Sur la conférence Nord, pour l'instant, je vois un échange entre les Cougars et les Flash en milieu de tableau. Et puis, on en a parlé avec Frédéric et avec l'arrivée et disons la mise en rythme de ces nouveaux joueurs qui vont arriver. Je me tente avec les Centaures qui vont venir chatouiller peut-être les Blues. Même si sur le papier, ça me paraît quand même. T'es pro joueur GFL aussi. Je suis pro de rien du tout. Il n'y a pas de. Non, mais je pense que ça va être compliqué quand même. Flash Cougar, Spartiate Corsaire, Léopard Molosse. Vous en pensez quoi? Moi, je mettrais une victoire du Flash, parce que c'est à domicile contre les Cougars. Le Flash, ça reste solide. Les Cougars, sur leur dernière sortie, je les ai trouvés pas terribles. Et vraiment, je trouve qu'il manque beaucoup de joueurs. Je ne sais pas s'ils ont eu des blessés, mais il semblait qu'ils étaient en nombre restreint. Et sur un déplacement à la Courneuve qui est jamais facile, je pense que ça risque d'être très compliqué pour eux cette rencontre. Donc voilà. Ensuite, c'était quel match? Spartiate Corsaire au stade du Grand. Spartiate Corsaire, les Spartiates, tant qu'ils trouveront pas une offensive capable d'inscrire des points, je les vois pas gagner. Donc ça va être solide. Je pense que les Corsaires là, avec le rythme qu'ils ont. Et si on a bien écouté le coach J.R. Bortulus, avec tous les touchdowns qu'ils ont loupés avec des balles dans les mains tout seuls dans la zone d'en-but, normalement ça devrait le faire, cette petite victoire à l'extérieur des Corsaires pour continuer sur la lancée. Et effectivement, un match assez intéressant entre les Blue Stars et les Centaures, mais un petit billet sur les Blue Stars parce qu'ils ont quand même plus d'expérience à ce niveau-là. Ils partent favoris, bien évidemment, sur le papier, mais moi, c'est l'aventure. Toi, t'es un fou, toi, t'es un fou. C'est Jules qui s'amusera sur 3 FA Prono à nous mettre. Jules, t'en penses quoi de ce prochain week-end? Flash, Corsaire, Molosse. Moi, je les ai sous les yeux, là. Et ensuite, au sud, Blue Star, Black Panther. Et je pense que les Hurricanes, ils peuvent aller gagner aux Argonautes. Ils vont faire mal par la passe. Ah oui, je pense que les Hurricanes, je pense qu'il n'y a pas photo. Ils vont leur passer au travers. Ils ont Adrien Darmanin qui est 4e là au classement. Il est un peu fragile. Non, j'ai commencé le foot. J'ai commencé le foot avec lui. Tu nous fais péter le sourire en disant ça sent le pari. Il t'a fait, je sais pas, vous avez un truc et il t'a dit tu as envie de le chambrer ou autre. Ça, je te crois pas. Oui, j'ai commencé le foot avec lui, donc c'est pour ça, ça me fait plaisir de le voir au niveau aujourd'hui. Mais ouais, avec Quentin Grammage, lui, ils vont faire mal au backfield défensif des Argos. Ouais. Et, on va compter sur Troy Rice pour l'instant. C'est un peu leur apport, un des apports de l'équipe qui est un peu le all-around player de l'effectif pour l'instant, qui vont forcément compter sur lui pour pouvoir relever ce défi. Clairement.
Très rapidement, on va aller rapidement faire un tour du côté de la deuxième division du Casque d'Or. Juste faire rapidement un point au niveau des classements dans la conférence A. Les Vikings de Villeneuve-d'Ascq, premier pour le moment, avec les Dragons de Paris et les Gladiateurs de la Queue-en-Brie. Dans la poule B, c'est les Templiers d'Élancourt pour l'instant qui sont en tête, suivis par les Pionniers de Touraine, les Myrmidons de Savigny, et de façon assez surprenante, les Diables Rouges de Villepinte qui sont à la quatrième place de cette poule B. Dans la conférence Sud, les Kangourous de Pessac sont devant face aux Grizzlies de Saint-Laurent-de-la-Salanque, les Ours de Toulouse, troisième place, et les Lions de Bordeaux. Et puis dans la poule B de la conférence Sud, les Dauphins de Nice. Invaincus. Pour l'instant, effectivement, invaincu, 4 victoires, 0 défaite, 152 points marqués. C'est une domination pour l'instant des hommes du président Denivard, avec les Canonniers de Toulon, les Gons de Lyon et les Aigles de Chambéry qui suivent derrière sur le classement. Eh bien, écoutez, c'était de nouveau une belle soirée. Merci de m'avoir accompagné. Je m'excuse, on a démarré un petit peu en retard, comme je l'ai dit, à cause de quelques petits soucis techniques. Mais bon, bien sûr, c'est évident. Ils ont du mal avec la technologie, les gens d'un certain âge. Ouais, c'est normal. Oh là là, incroyable. Il ne faut pas te pointer à la finale élite, tu vas avoir des problèmes, Jules. Jules, il va avoir des problèmes. On va l'enterrer quelque part, je te dis pas. Il va avoir des problèmes. Ça aussi, bon. J'ai quelques amis, quelques vieux amis là. Je vais te présenter, Jules, ça va bien se passer, t'inquiète. Ça va bien se passer, viens voir. Combien t'as fait des gâteaux. Bon, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir participé. C'est toujours sympa de passer, pour le coup, presque 1h30 ensemble à parler un peu de foot. On a eu un petit peu plus de personnes ce soir. Apparemment, Jules, il y a un certain Léo. Je ne sais pas si tu connais. Je connais pas. Qui nous dit Jules, fais-moi une dédicace. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et moi, les gens qui réclament Jules, fais-moi ci, avec la dédicace et tout, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi le. Non, mais c'est le petit Léo Sartel, là. Le fou des réseaux. On le retrouvera sur sa chaîne. Non, mais pendant que Benjamin plus, d'ailleurs, je félicite les 4. Je félicite les 4 Français là qui vont aller faire les tests à Asnel Robot, donc ancien de Marseille, des Blue Stars, actuel joueur des Carabins de l'Université de Montréal, qui vient de terminer son parcours et qui aura la chance de pouvoir participer. Il sera accompagné par Maxime Rouillet, effectivement, qui est de Troyes, joueur formé au Pigargue de Troyes, tout à fait, qui termine pareil son cursus à l'université de McGill. On aura Benjamin Plus également. Ouais, Benjamin. Au Black Panther de Thonon-les-Bains. Et puis Valentin Niawa, tous les deux avec Benjamin formés au Caïman du Mans. Valentin Niawa qui a terminé la saison dernière chez les Rebels de Berlin. Et donc, tout comme Sonny, le quarterback des Centaures, on les retrouvera dans 15 jours. Sur le Combine CFL, événement qui sera à suivre donc en direct sur le site de la CFL. On fera le nécessaire pour vous donner le maximum d'informations et qu'on puisse suivre un petit peu les aventures de ces 4 premiers joueurs. Parce que je peux vous dire dès à présent que les places vont être prises. On va essayer en tout cas, il y a beaucoup de Français qui vont vouloir essayer de tenter l'aventure, notamment ceux qui sont sur les parcours français ou canadiens. C'est l'occasion, pas forcément d'être une finalité, mais au moins l'occasion d'aller exister, d'aller se montrer, de voir des nouvelles choses. À titre d'expérience perso, c'est plutôt, je trouve, une bonne aventure. Merci à vous. On vous tiendra informé de la prochaine date pour le prochain podcast. On fera ça vraisemblablement mi-avril pendant le week-end européen. Parce que c'est pareil, on aura l'occasion d'en reparler. Ça va arriver vite pour les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Ils vont démarrer leur campagne européenne le week-end du 13 et 14 avril.
chez les Raiders d'Innsbruck, champion d'Autriche. C'est un bel endroit pour commencer une campagne européenne. Alors, nous, on en a fini une, donc c'était moins drôle. On a fini une campagne européenne à Innsbruck en quart de finale de l'Euro Bowl, mais effectivement, les Black Panthers qui vont avoir l'occasion de sortir la télé. Est-ce que les Raiders auront commencé leur saison ou pas? Le week-end d'avant. Oui. Mais t'inquiète pas, même en commençant là, ils sont rentrés. Il vient de signer Darius Robinson au poste de corner. L'ancien joueur des New York Lions. Ah ben tiens, ça va être cadeau pour Léo Sartel, tiens. Allez hop. Voilà. Tu vas commencer ton premier match européen, tu vas te taper un des meilleurs DB d'Europe. Voilà, bon. Cadeau. Allez, merci à tous. Bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous prenez un petit peu de fun à venir avec nous. N'hésitez pas à commenter. Venez nous rejoindre sur les prochaines sessions. Vous serez informés sur les réseaux de la fédération. Et puis, je vous donne dès à présent, vous le savez, mais donc le 25e casque de diamant qui aura lieu donc au Stadium Lille Métropole. Réservez de suite vos week-ends, prévenez vos amis, votre famille. Le 29 juin 2019, le 25e casque de diamant, coup d'envoi à 18h au Stadium Lille Métropole. Et selon toute vraisemblance, on se dirige vers une ouverture très prochaine de la billetterie à partir de 5 €. Et on espère avoir une audience record. On se rappelle du dernier match au Stadium, c'était France-Augustana. En 2014, plus de 7000 personnes avaient assisté et on a eu l'occasion d'avoir un challenge par la métropole de Lille qui nous met au défi de faire mieux que la fédération de rugby qui a accueilli 7500 personnes le week-end dernier contre l'Écosse pour du rugby féminin. Message reçu, défi accepté, on en parlera tout au long de la saison. Plein de choses à venir. Je vous ai lancé quelques idées. On en a aussi parlé avec Jean-Phi, en l'occurrence, du début de notre Hall of Fame, de raconter des histoires et puis de suivre ensemble le championnat. C'est tout pour moi. J'ai beaucoup parlé, mais ça me fait plaisir. Passez une très bonne soirée et puis à très vite. Ouais. Ciao, ciao.